Benjamin Boivin, mercredi dernier, c'était la Saint-Valentin et aussi le mercredi des cendres en même temps. Fête de l'amour et de l'éros, je parle surtout de la Saint-Valentin ici. Mais signe des temps, il semble que selon un récent sondage français, nous soyons en récession sexuelle. Pourquoi, Benjamin, les gens ont-ils moins de rapports sexuels aujourd'hui que dans un passé plus ou moins récent? Ouais, ben là, on parlait d'incarnation puis du tout numérique. Là. Il y a un peu de ça là-dedans. Il y a évidemment plusieurs raisons qui expliquent ce phénomène-là. La récession sexuelle, on l'a vu dans les chiffres qui viennent de France, mais il y en a dans des chiffres qui viennent de plusieurs pays occidentaux, et ça depuis plusieurs années. Là. Ce qu'on constate essentiellement, c'est que dans différentes strates de population, là, que ce soit les gens mariés, les gens plus jeunes, les gens célibataires, de manière générale, les gens ont moins de rapports sexuels aujourd'hui que dans le passé récent. On peut penser aux années 90, 80, les années 70. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils préfèrent écouter Netflix que faire l'amour? Bien, il y a une diversité de raisons, mais l'une des explications qui a été donnée à la suite de ce sondage-là, de cette étude-là, c'est effectivement que les gens ont un rapport désordonné à l'écran. Et donc, lorsqu'ils vont chercher à consommer des contenus en ligne, par exemple, bien, parfois, ils vont faire le choix d'écouter des émissions Netflix plutôt que de faire l'amour. Parfois également, puis là, on rentre dans un enjeu peut-être un peu plus controversé, bien, la sexualité, elle est sublimée à travers l'écran, à travers la pornographie, par exemple. Donc, des jeunes personnes là, qui, dans le début de leur éveil sexuel durant l'adolescence et le début de l'âge adulte, historiquement, auraient été enclins à entrer en relation avec une personne de l'autre sexe, un jeune garçon avec une jeune femme avec un jeune garçon, à entrer dans une relation qui est liée par des contraintes sociales, par toutes sortes de difficultés qui nous amènent à nous dépasser, à sortir de notre individualité. Acheter un drink avant, minimum. Faire un effort pour entrer en relation avec une personne qui a ses propres a priori et ses propres dispositions particulières, ben aujourd'hui, c'est un effort qui peut-être pour plusieurs n'en vaut pas la peine. Parce qu'on peut vivre une expérience sexuelle en autogestion à travers le prisme d'un écran, sans risquer la honte, sans risquer le rejet. Le refus, c'est ça. C'est comme un coût assuré, là, on pourrait dire, sans grand risque. Ah oui, c'est certain, c'est certain. Et puis là, ce qui est intéressant, il y a peut-être aussi, il y a différents aspects. Donc ça, c'est une question, là, toute la question du numérique. J'avais une autre hypothèse. Est-ce qu'il n'y a pas une augmentation du taux de divorce, du célibat, qui fait que les gens, étant nécessairement moins en couple, risquent d'avoir moins de rapports sexuels? Oui, c'est vrai que c'est une partie de l'explication. Il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls, mais encore une fois, les gens mariés sont également visés par ce phénomène-là de récession sexuelle. Il y a plusieurs facteurs. Donc ça, c'était le facteur numérique. Je pense qu'il y a un facteur qui est davantage sociologique, là, qui s'explique peut-être un peu par les contre-coups de la révolution sexuelle. Grande ironie quand même, hein, que dans une société qui s'enorgueillit d'une libération des mœurs depuis les années 60, les gens fassent moins l'amour maintenant qu'ils ne le faisaient dans les décennies précédentes. On aurait pensé l'inverse, de fait. Oui, c'est ça. Ben, il y a des psychologues, des psychologues qui se sont intéressés à la question, qui vont dire que, évidemment, dans notre société, depuis, disons, une dizaine d'années, la nature des relations entre les hommes et les femmes et les dynamiques du commerce sexuel, si l'on veut, ont beaucoup changé. Si bien qu'aujourd'hui, toute la question du consentement vient brouiller les cartes. Les gens ne savent plus comment interagir les uns avec les autres. Puis il y a sans doute de très bons fruits qui sont sortis de ça. Là. Les hommes sont plus conscients de comment entrer en relation avec une femme d'une manière qui est juste et qui tient compte de ses dispositions. Mais il y a également beaucoup d'hommes qui, à tort ou à raison, vont s'inquiéter des conséquences potentielles d'une entreprise de dating ou de drague, qui vont se dire que finalement, ben, les coûts sont trop élevés puis qu'il y a un risque trop élevé. Il y a des facteurs aussi un peu plus anecdotiques, peut-être. Là, je lisais un article dans Le Devoir qui parlait des coûts importants liés ce qu'on fait habituellement lorsqu'on entre en relation avec une personne, c'est quoi? On va aller dans un bar, on va aller au restaurant, on va aller au cinéma. L'inflation fait qu'on aurait moins de sexe. Ben oui, il y a des gens anecdotiquement qui vont dire que ça les limite. Puis après ça, ben, il y a aussi le moins grand nombre de tiers espaces là, où on peut se rencontrer. Là. De plus en plus de gens font essentiellement l'aller-retour entre le travail, l'école et puis... Il n'y a plus de discothèque, hein? C'est fini cette la maison. Ben, des endroits qui ne sont pas chez soi ou au travail ou à l'école, là, selon l'âge qu'on a, ben, il y en a de moins en moins qui sont fréquentés. Tout passe à travers l'écran. Est-ce qu'on n'a pas aussi culturellement tué le désir? Quand on dit que tout est permis... tu parlais de pornographie aussi, que tout est accessible en tout temps. Il me semble que le désir finit par s'atténuer. Ben oui, dans un contexte où il n'y a pas de limite, on est moins enclin à vouloir finalement... on a moins de désir, comme tu dis. Puis comme les relations entre les femmes, il y a beaucoup de sociologues ou de psychologues ou de journalistes qui ont écrit des choses très intéressantes à ce sujet-là. Je pense par exemple à quelqu'un comme Louise Perry. On a discuté de son livre récemment sur le web. Des personnes comme Nina Power ou Mary Harrington qui ont écrit sur la question de la révolution sexuelle puis ses impacts sur les femmes aussi.
Donc, il y a vraiment comme une espèce d'estrangement ou une aliénation entre les hommes et les femmes, une situation où finalement on se retrouve à avoir des jeunes hommes qui évoluent et des jeunes femmes qui évoluent séparément dans leur développement social, qui n'ont plus l'habitude d'interagir d'une façon qui est structurée avec des us et des coutumes, des manières d'interagir des normes qui sont basées sur le respect mutuel puis la considération pour la différence sexuelle. Puis beaucoup de gens aujourd'hui, là, les 3 noms que je viens de citer en sont de très bons exemples, vont remettre en question les gains supposés de la révolution sexuelle puis arriver à la conclusion qu'en fait, ces gains-là ont conduit à une aliénation qui fait partie de l'explication. Vas-y, James. Un autre nom qu'on aurait pu nommer, c'est celui de Thérèse Argot, sexologue là, belge, qui a publié chez Albin Michel en 2020 « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? En 2030, les couples cesseront de faire l'amour ou pas, entre parenthèses. » Puis d'ailleurs, elle répond bien à toutes ces questions-là dans la lignée de la critique de la révolution sexuelle. Elle dit, au fond, les gens aujourd'hui, en raison de la contraception, ils s'unissent plus, ils font plus l'amour pour faire des enfants, de un. Puis de deux, pour se faire plaisir, il y a beaucoup d'autres moyens aujourd'hui, notamment avec la technologie, pour se faire plaisir. Donc, ce sont 2 causes qui font que les gens... puis elle parle beaucoup aussi de l'absence de désir chez les couples mariés, parce que c'est sûr que on dit toujours beau, donc on confond beaucoup c'est quoi le désir aujourd'hui, puis on ne sait plus comment entretenir ce désir-là dans une relation de longue durée, puis elle donne des trucs concrets pour ça. Mais je vous écoute parler, là, on dirait que vous êtes des grands promoteurs d'une sexualité active. Est-ce qu'il y a quand même pas certains avantages à une récession sexuelle, dans le sens que on est dans une culture qu'on dit hyper sexualisée, on dit que les jeunes ont des actes sexuels beaucoup trop tôt dans leur vie, on parle aussi qu'on est dans une culture où l'abus sexuel se multiplie. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle que peut-être les gens fassent un peu moins de sexe, mais un peu plus d'autres choses? Est-ce que les abus sexuels se multiplient ou on en entend plus parler? Ça, il faudrait départager ça, mais ouais, vas-y. Moi, j'ai envie de dire oui et non. Est-ce qu'on est vraiment dans une société hyper sexualisée? Je pense qu'on est dans une société où il y a beaucoup de parasexualité, de parasites à l'authentique sexualité. Dans le contexte de la révolution sexuelle, il y a beaucoup de ça qui s'est vécu. Puis aussi, ça a donné lieu à des rapports de domination entre les hommes et les femmes qui, finalement, ont amené à ce rejet-là, de plusieurs femmes. On voit, c'est un phénomène qu'on voit à travers les réseaux sociaux, une recherche de pureté ou de chasteté qui n'est pas nécessairement fondée dans une démarche religieuse, de façon assez intéressante. Donc, il y a le rejet, il y a une espèce de dégoût d'une forme de sexualité qui est finalement complètement désordonnée, qui est détachée aussi de sa finalité, en l'occurrence dans la procréation. Et ça, est-ce que c'est une vraie sexualité finalement? Je ne crois pas. Je pense que c'est un parasite d'une authentique sexualité. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose de bon, en effet, à ce qu'il y ait une moins grande sexualisation du discours public, ça j'en conviens. Mais il faut aussi avoir une certaine orientation sur ce qui est la vraie sexualité, son excellence et sa place et l'intérêt aussi qu'elle a pour la société dans son ensemble. Si tu permets, rapidement, il y a eu aussi une espèce d'invasion du sanctuaire de la chambre. On parle, moi, je ne vais pas me désoler de la récession sexuelle en général, mais pour ce qui est des couples, c'est assez triste. Là. Puis, moi, j'attribue ça en partie au fait que la chambre a été comme parasitée, contaminée par la chambre. La chambre à coucher remplie de téléphones, d'écrans, de télévision. Les enfants qui rentrent, qui sortent n'importe quand. Je pense qu'il faut en faire un sanctuaire. Là. Je pèse mes mots. Et ça va... On a besoin de ce lieu-là qui est... un safe space. Bon, Antoine Malenfant qui a besoin d'un safe space. On aura tout vu. J'en ai pas besoin, je l'ai établi. Tu l'as déjà établi. Bon, Benjamin Boivin, merci beaucoup. Tu es chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci pour cette chronique. Ça fait plaisir.